Bonjour à toutes et à tous. Vous arrivez progressivement, on va pouvoir démarrer. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreuses ce soir. Je pense qu'il y a encore pas mal d'inscrits qui vont arriver. Euh, donc du coup, ce soir, le thème, c'est la reconversion, comment trouver son job de rêve dans la tech. Pour vous faire un petit tour de table et vous présenter les invités qu'on a sur ce sujet, et qui vont vous permettre d'en savoir plus sur le sujet. Je vous présente du coup Cindy Liwenge. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Cindy, tu es développeuse back-end. Tu as travaillé auparavant de nombreuses années dans la tech, mais côté fonction support. Tu as travaillé chez Uber, chez Blablacar, chez Adopt un mec. Et puis, tu as fait une reconversion suite notamment grâce à une formation courte qui s'appelle la Wildcode School. Et tu es du coup devenue développeuse back-end. Tu as travaillé chez Elao, Vubble, Open Classroom. Et tu es maintenant développeuse, je crois, à ton compte. Tu parles très bien de ton expérience, je trouve, et je t'ai vu pendant un certain nombre de conférences, donc je suis très heureuse de t'avoir ce soir avec nous. Merci. De l'autre côté de la table et du ring, nous avons... J'espère nous pas. avons- on va essayer de rendre ça calme. Donc, de l'autre côté de la table, nous avons Héloïse Girard. Donc, Héloïse, tu es recruteuse pour Illinois. Je vais essayer de bien présenter Illinois, mais pour moi, c'est donc un cabinet de placement et de recrutement, nouvelle génération, qui se focalise, en tout cas, qui promeut le bien-être au travail, le plaisir d'aller bosser, la culture aussi d'entreprise dans laquelle on veut travailler. Tu étais la première salariée de cette start-up à rejoindre Illinois. Et donc, tu as une expérience assez importante sur l'accompagnement à la fois des talents et à la fois des entreprises. Et donc, c'est aussi un plaisir de t'avoir ce soir parce que je pense que tu auras une vision aussi marché et globale sur le marché du travail et un peu ce que tu entends du côté recruteur. D'accord. Donc, voilà pour nos deux invités. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, pour ma part, moi, c'est Chloé Hermary, je suis la CEO d'Adatech School. Adatech School, c'est une formation d'informatique en 21 mois qui vise à pouvoir intégrer des talents plus diversifiés, particulièrement les femmes, dans le domaine de l'informatique, grâce à une pédagogie alternative. À Adatech School, on a des élèves qui viennent du post-bac, des élèves qui sont des apprenants qui sont en réorientation post-bac, mais on a aussi des élèves qui viennent de la reconversion, et donc c'est pour ça que ça nous paraissait important de faire cet événement. Du coup, petit disclaimer sur le reste de l'événement, on va essentiellement parler pendant ce webinaire de reconversion dans le développement et dans l'informatique, même si un certain nombre de ces réflexions et des commentaires s'appliqueront très probablement à beaucoup d'autres types de reconversion. Du coup, pour vous introduire juste très rapidement le sujet, pourquoi vous êtes si nombreux, pourquoi c'est un sujet brûlant, en quelques chiffres, la reconversion en France aujourd'hui, c'est 9 Français sur 10 qui déclarent avoir envie de changer de vie. 20% d'entre eux et elles passent le cap et 60% d'entre eux et elles affirment que c'est par ennui. C'est un sujet dont on parle beaucoup parce qu'il touche à on va dire plusieurs tendances de fond. Une tendance qui est un peu cette maladie de notre siècle, la quête de sens, mais qui n'est pas seulement juste un coup marketing générationnel. C'est en fait vraiment ancré dans un certain nombre de changements économiques, la désindustrialisation de la société, le numérique, l'importance de plus en plus importante du numérique. Un changement aussi au niveau des avantages sociaux que nos parents peut-être ont connus et que nous connaîtrons de moins en moins. L'évolution des mentalités aussi, parce qu'on a une rupture entre vie professionnelle et vie personnelle qui se fait de plus en plus fine. Et donc, en gros, on a envie de trouver notre identité personnelle dans notre job. Ça, c'est un peu le côté quête de sens, mais il y a aussi le côté, transition démographique qui est en train de se passer également, puisque, en fait, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, et donc on va travailler plus longtemps. Ce qui veut dire une carrière plus longue, plus de transitions professionnelles et probablement plus d'étapes professionnelles.
Et puis enfin, dernier, on va dire, élément qui fait que c'est le sujet un peu dont tout le monde parle, bah, c'est le contexte de la crise. On en reparlera après, mais qui dit crise dit secteur et emploi sinistrés. Et donc, du coup, question sur la reconversion et les emplois qui recrutent. L'objectif de ce webinaire, à titre en tout cas pour vous, que vous soyez en reconversion ou vous y songiez, c'est de vous donner des éléments de compréhension sur ce que c'est le parcours d'un ou d'une reconvertie. La reconversion, c'est un choix personnel qui est courageux, qui est nécessaire pour certains et certaines, qui est très souvent en fait le choix d'une ambition pour soi. C'est vraiment en premier lieu un choix, c'est-à-dire que c'est celui de sortir de sa zone de confort, de sortir de là où on était. Et puis ensuite, c'est un parcours. C'est celui d'un parcours de formation pour la plupart. En moyenne, c'est 6 mois sur un parcours de reconversion. Et puis ensuite, de décrocher un job qui est aussi, on en discutera, un moment très important de la reconversion. C'est du coup un chemin dans lequel on peut se sentir un petit peu par essence seul, puisqu'en fait, on ne suit plus sa voie traditionnelle des formations initiales. On n'a plus, pour ceux qui étaient les plus chanceux, papa et maman derrière. Et donc, du coup, l'idée de cet événement, c'est justement que vous vous sentiez moins seul, c'est vous donner des éléments de contexte sur ce dans quoi on va s'orienter dans une reconversion, sur ce que sont les atouts et les difficultés d'un profil en reconversion. Si vous y orienterez, si c'est un choix que vous allez faire, vous serez au courant. Si vous êtes dedans, vous vous sentirez moins seul par Sam Davis, qu'on va dire aujourd'hui. Et puis, finir aussi sur une petite, on va dire, un petit how-to, une méthodologie que Cindy et Héloïse peuvent nous proposer à la fin pour que, voilà, on ait un petit... ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode en soi, mais qui peut vous aider, vous, à, en tout cas, vous donner un certain nombre de points d'étape. Voilà pour mon introduction du sujet. Je vais du coup laisser la parole à nos deux invités. Peut-être du coup par commencer par cette dimension justement de contexte du marché du travail, notamment en ce moment. Peut-être Héloïse, toi en premier, qu'est-ce que tu observes d'un point de vue des recruteurs sur la reconversion et particulièrement aujourd'hui en temps de Covid? Est-ce que tu vois un changement des mentalités, etc. Voilà, sur le contexte. Ouais. Vous m'entendez tous bien là, ça va? Super. Sur le marché le marché du recrutement de manière générale, je vais peut-être démarrer par ta deuxième partie de question et sur les impacts du Covid et des éléments récents qui ont quand même pas mal changé le game à bien des égards. La première chose qu'on remarque, c'est que en fait, les entreprises réagissent hyper différemment selon les secteurs. Sans surprise, il y a des secteurs qui ont explosé. Le secteur du e-commerce, par exemple, c'est un secteur qui a jamais autant recruté que depuis 1 an et demi. Et il y a des secteurs qui, je sais pas moi, des entreprises qui vendent des produits tech à destination de, je sais pas moi, de restaurateurs ou d'hôtels ou que sais-je, ou qui sont dans des compagnies de tourisme ou que sais-je, qui se sont évidemment un petit peu, si ce n'est écroulé, en tout cas sacrément mis en stand-by depuis quelques mois. Et donc, du coup, il y a une première manière de raisonner sur ce sujet qui est quels sont les secteurs les plus porteurs à court et à moyen terme et qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, sur le sujet de quelles sont les réactions des recruteurs, comme dans n'importe quelle crise, et là on est vraiment en train de vivre une crise, le concept d'incertitude est quand même souvent encore un peu présent, et donc les recruteurs ont tendance en ce moment à vouloir un peu se baquer en recrutant des gens dont ils sont un peu certains des compétences, soit parce qu'ils ont déjà de l'expérience, soit parce qu'ils ont une formation ad hoc. Et donc c'est vrai que ça fait la transition tout trouvée avec la notion de reconversion. Ça ne veut pas forcément du tout dire que c'est impossible de se reconvertir en ce moment. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir un enjeu de réassurance à apporter aux recruteurs, soit grâce à un stamp, une étiquette, grâce à une formation, soit grâce à une sacrément bonne manière de se présenter et d'expliquer en quoi non, ça n'est pas flippant que de recruter un profil comme le sien, grâce à 1000 critères dont on pourra reparler tout à l'heure, effectivement, quand on parlera un peu de la to-do et de comment bien se présenter en cas de reconversion. Donc voilà, si je devais résumer, raisonner un peu en secteur pour bien savoir qui est un peu flippé en ce moment et qui l'est moins, et ensuite faire preuve de réassurance à fond, quoi. Ok, donc il y a une dimension de réassurance sur à la fois le niveau d'expertise, mais aussi la maturité d'un profil, en fait, dans un contexte comme ça où on a besoin de personnes qui vont être relativement stables et, on va dire, peu risquées, quoi.
Exactement, à la fois au niveau de l'expertise et à la fois au niveau de la fiabilité globale, parce qu'il y a beaucoup plus de home office, il y a beaucoup plus d'onboarding. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on se fait onboarder. Donc toute cette partie-là se fait de plus en plus à distance en partie. Alors de moins en moins, on commence un peu à retourner au bureau, mais voilà. Et donc il y a aussi une question de posture et de maturité pro à avoir et à prouver pour qu'on se sente plus à l'aise de recruter quelqu'un qui en plus est en potentielle phase de reconversion. Mm. Cindy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? J'ai entendu exactement la même chose, hein, que les entreprises en ce moment se tournent vraiment vers les profils plus seniors. Ce que j'ai observé, c'est que ça commence un peu à se détendre parce que, bon, on a une expérience de 10 mois de crise environ maintenant. Donc, au niveau de l'onboarding, par exemple, il y a des entreprises qui ont décidé de faire des efforts. Il y a d'autres entreprises qui sont quand même restées assez frileuses, qui n'aiment pas le télétravail. Il faut voir les choses en face. Il y a encore plein de managers qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, qui parfois n'ont pas confiance dans leurs employés, hein, je veux dire aux seniors. Et du coup, ça peut être très compliqué à vivre pour certaines personnes. Certains et certaines le vivent très bien et d'autres pas très bien. Donc, c'est un contexte assez particulier, mais ça change. Mais ça change, on s'adapte. Et effectivement, juste pour clôturer ça, nous, chez Illinois, donc on accompagne plein d'entreprises et pas mal, notamment des startups dans la tech à recruter. Et on travaille toujours à fond. Et on a plein de demandes dans tous les sens. Et il se passe encore plein de trucs. On a des candidats, on a des recruteurs qui recrutent. Enfin, globalement, le monde n'est pas en arrêt sur image. Et effectivement, on est dans un momentum où ça se détend un peu. Et donc, faut pas être fataliste pour autant. Je pense que si on a un projet et un objectif de reconversion, ou bien tout simplement une envie de changer de job, même si le terme de reconversion est peut-être un peu excessif, si on veut au moins changer je sais pas moi, de secteur ou de quoi que ce soit, il y a plein de choses à faire et c'est complètement envisageable. C'est juste que c'est un peu différent dans la manière de faire et que oui, le climat est un peu plus incertain, donc ça demande sans doute un peu plus d'efforts. Et pré-Covid, Héloïse, est-ce que tu voyais des choses, enfin, tu vois, si on devait se dire que post-Covid, on va retourner un peu à la situation initiale, qu'est-ce que tu voyais en tout cas pré-Covid sur ce genre de profil et de recrutement? Sur les profils de recrutement de reconvertis, Ouais. nous, on a pu en faire quelques-uns. Nous, ce qu'on voit, c'est que ceux qui se différencient bien, c'est ceux qui arrivent à valoriser au mieux une expérience précédente. Exemple, je donne un exemple tout bête. On a des profils qui font ce qu'on appelle du Customer Success Management. Donc, dans le jargon, c'est vraiment les gens qui vont être capables de suivre des clients. Par exemple, s'il y a un outil tech, avec des clients qui utilisent cet outil tech, et ben, les Customer Success Managers vont vraiment être chargés de comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes, s'il y a des bugs, remonter les tickets aux équipes techniques, s'assurer du bon déroulé, de la bonne utilisation technique de l'utilisateur, etc. Et bien, il y a certains profils comme ça qui se mettent à se passionner un peu pour ce qu'on appelle le product management. Product management qui n'est pas des développeurs informatiques, mais qui est vraiment celui qui gère l'évolution du produit technique et faire le lien entre les besoins utilisateurs finaux et la gestion de projet vraiment avec les informaticiens et les développeurs qui sont derrière, qui peuvent coder ce qui en déroule. Sur le papier, honnêtement, c'est deux métiers qui sont hyper différents. Ça ne nécessite pas les mêmes compétences. Il y a plus de compétences techniques à avoir dans le product management, etc., etc. Néanmoins, les profils comme ça qui ont été pendant X années au front avec des clients directs pour comprendre leurs besoins, leurs bugs, où est-ce qu'ils aimaient bien le produit, où est-ce qu'ils ne l'aimaient pas, sont capables de faire des ponts assez précis avec ensuite un métier de product manager, sans doute en se formant en complément, mais ils sont capables de revaloriser ça. Et donc ça, en fait, c'est des profils que nous, on a pu complètement accompagner et qui se vendent super bien parce qu'ils arrivent à faire des ponts un peu concrets. À l'inverse, parfois, il y a des reconversions qui sont carrément radicalement beaucoup plus drastiques, on va dire. Si on passe de, je sais pas moi, berger à développeur web, là, pour le coup, sans doute qu'il y a un travail de plus longue haleine à faire. Mais toujours est-il que cette notion de technique des ponts est hyper importante parce que quoi qu'il advienne, que ce soit sur des compétences dites dures, des hard skills, ou que ce soit sur des compétences de personnalité, de la maturité professionnelle, etc., on a toujours des choses à revendre d'une expérience préalable, quelle qu'elle soit. Et donc, l'enjeu pour moi réside dans le fait d'être capable de bien les exprimer, de savoir d'où on part, où est-ce qu'on veut arriver, et donc d'être capable de bien exprimer le chemin qu'on a parcouru et pourquoi on est légitime. Bonsoir, je suis Dalila. Est-ce que je peux intervenir, poser une question? Oui. Alors, Dalila, je te laisse la prendre. Après, on fera plutôt les questions à la fin, mais vas-y pour Parce celle-là. qu'en fait, ça rentre dans ce que vous venez juste de dire par rapport à la reconversion. Pour moi, il y a un paramètre qui est important, c'est le salaire. Quand on est senior et qu'on est en reconversion, il y a ce paramètre du salaire qui est
dérisoire pour moi, hein, ce qui me concerne. Donc, ça démotive à un moment donné, on se démotive. Voilà. Ouais, on va y revenir. D'accord, Ouais, on va y revenir sur la pas de question du problème. salaire. Ok, merci. Euh, Est-ce que, ouais, Cindy, ou alors plutôt du coup peut-être pour passer à la suite, est-ce que justement il y a des raisons de pourquoi se lancer que vous pourriez mentionner toutes les deux, de pourquoi en fait le faire au-delà de cette, voilà, de ce contexte, etc. Est-ce que vous avez des retours de soit des gens que vous avez accompagnés dans la reconversion, soit voilà en tant que reconvertie, Cindy, pourquoi se reconvertir aujourd'hui? Bah, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles se convertir, hein. Comme tu disais en introduction, on parle beaucoup de changer de vie. En réalité, on peut se retrouver dans une situation frustrante au travail. Ça a été mon cas, où j'arrêtais pas de rencontrer ce plafond de verre que j'arrivais pas à briser. C'était des difficultés pour évoluer professionnellement. Ou alors, il y a des personnes qui m'ont dit, je rêve de faire ça depuis que je suis petite, mais je n'osais pas le faire parce que ça n'avait pas l'air d'être pour moi. Mais on est dans une situation qui est tellement particulière, même bien avant la crise du Covid, hein. Chloé, tu parlais tout à l'heure des crises existentielles et aussi des interrogations sur sa vie. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu tellement longtemps, je ne vais pas faire telle chose pendant 20 ans, j'ai envie d'autre chose. C'est vraiment très, très vaste. Donc, il y a énormément de raisons. Il y a aussi des personnes qui ont des maladies, des maladies chroniques et qui ont besoin de travailler dans des environnements un peu plus posés. Ça peut être aussi des projets de vie. Il y a plein de raisons différentes. Euh, Moi, ce que je trouve important dans ce projet de reconversion, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vont comprendre le projet. C'est-à-dire ne pas se lancer tout seul, ne pas se lancer toute seule, ne pas se cacher. Parce qu'en fait, malheureusement, dans notre société encore aujourd'hui, c'est super dur d'assumer de changer de métier. On en est encore à avoir des discussions avec ses parents ou ses grands-parents qui disent bah, moi, j'avais un boulot à mes 20 ans, ben, je l'ai assumé jusqu'à mes 45, mes 50, mes 60, etc. Ben, en fait, aujourd'hui, il est important de trouver un bon entourage, de se souder, d'avoir des personnes, des partenaires, on va dire, des compagnons, des compagnes, qui puissent dire, ben, c'est OK, c'est très difficile, ce sont des sacrifices, ça peut être mal vu, mais on n'a qu'une vie, donc autant y aller. Ouais, je suis complètement alignée avec ça. Et globalement, de manière un peu plus macro, et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, on n'a qu'une vie. Notre boulot, on y passe X heures par jour, parfois 10-12 heures par jour. Si c'est pas un lieu dans lequel on s'épanouit d'une manière ou d'une autre, alors attention, le job parfait n'existe pas, hein. Même les métiers passion, même les chanteurs à succès ou les je ne sais quoi, et les métiers passion, ils ont tous le revers de médaille qui est que ils répètent jusqu'à 4 heures du mat, ils sont crevés, ils doivent faire de la commercialisation de leur album, ça les emmerde. Enfin, bref, même les plus grandes stars, elles ont des trucs très casse-pieds dans leur job. Donc le job parfait n'existe pas. En revanche, il y a quand même des jobs dans lesquels on se sent plus ou moins bien, dans lesquels on apprend plus ou moins, dans lesquels l'environnement humain est plus ou moins chouette, dans lesquels intellectuellement on s'épanouit plus ou moins. Et c'est super important du coup de garder ça en tête, qu'un travail, c'est censé nous épanouir. C'est censé nous épanouir, comme je le disais, intellectuellement, humainement. Donc pourquoi le faire? Bah, potentiellement pour trouver ça. Parce que si on se rend compte à un instant T que dans notre job, quand on regarde tous les paramètres de ce qui font qu'on est bien dans un job, on se rend compte qu'un des paramètres, c'est vraiment la discipline qu'on est en train d'effectuer. Non pas les humains qui nous entourent parce qu'on adore notre équipe, non pas la taille de la boîte, non pas le secteur, non pas, mais vraiment intrinsèquement la discipline qu'on est en train de faire au quotidien intellectuellement. À ce moment-là, ça peut être un vrai facteur de reconversion. Mais c'est important de faire ce travail de priorisation et de hiérarchisation de quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. Parce que si c'est la sympathie d'une équipe, si c'est la taille d'une entreprise, nous, par exemple, chez Illinois, on est recruteurs spécialisés notamment pour accompagner des startups et des petites entreprises à recruter. Donc, on a souvent des gens qui sont issus de très, très grands groupes, qui bossent chez Danone, chez Orange, etc., qui s'inscrivent sur Illinois et qui veulent complètement changer de vie. D'une certaine manière, on pourrait considérer que c'est un petit peu une sorte de reconversion, mais souvent, ils gardent quand même le même spectre de métier. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont touché du doigt qu'en fait, ce qui ne leur convenait plus, c'était pas tant la discipline intellectuelle, c'était vraiment
l'écosystème dans lequel ils gravitaient, la rapidité des prises d'initiative, le fait que les choses vont plus vite, la moyenne d'âge de leur entreprise ou que sais-je. Et donc, ils se sont dit que faire ce move-là, c'était pertinent. Donc, avant de parler de reconversion, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire qui est lors de l'introspection, de bien définir ce qui fait que à un moment donné, on a une envie de changement. Et si cette envie de changement est vachement liée à la discipline intellectuelle et à ce qu'on fait au quotidien, dans ce cas-là, la notion de reconversion peut être hyper pertinente. Mais c'est important, je trouve, de faire un petit peu ce travail d'analyse qui est parfois très dur à faire. Et là où je rebondis encore sur ce que tu dis, Cindy, c'est que parfois les autres ont un regard sur nous-mêmes qui est plus pertinent que le nôtre, parce que c'est dur de s'auto-analyser bien et parfois demander de l'aide de son patron, si on a une confiance en lui, ou de sa patronne, de ses collègues, de ses amis, de son conjoint ou de sa conjointe, etc. Et de leur poser crûment la question, parfois ça peut aider et débloquer un peu la situation. Ok, merci. Du coup, peut-être pour enchaîner, par rapport, bah voilà, si on se dit, ok, j'ai envie de le faire, j'ai envie de me lancer, alors ça va être un parcours. L'idée, ça serait peut-être d'aborder les difficultés, mais aussi d'aborder en fait les atouts. Est-ce que voilà, peut-être on peut commencer par les difficultés, après on parlera des atouts pour finir sur une question plus positive, et puis on va aussi aborder évidemment la question du salaire et de l'âge. Peut-être pour commencer, Cindy, quelles sont en fait les difficultés qu'on peut rencontrer lors de sa reconversion, et voilà, quels sont un peu les os sur lesquels on peut tomber? Alors, tout d'abord, l'une des grandes difficultés, c'est une difficulté qui est administrative. Certaines d'entre vous comptent utiliser leur droit à la formation. Et en fait, ça déjà, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne conseillère Pôle emploi qui s'est battue pour que je puisse accéder à ces droits-là et pour que je puisse les utiliser dans le cadre de ma formation. C'est pas toujours le cas, donc ça déjà, ça peut être assez pesant. Ensuite, ce qui peut être très dur, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui est humain, c'est toutes les difficultés qu'on peut avoir en général, le fait d'assumer ce choix, le fait parfois de faire des sacrifices quand on a des enfants à charge, par exemple, quand on vit parfois dans des conditions qui ne permettent pas de se concentrer, etc. Parfois, ça peut être vraiment très, très difficile. Mais ce qui peut vraiment sauver la vie, c'est justement les formations courtes ou parfois d'autres formations longues, mais les formations courtes sont plutôt pas mal parce qu'on se retrouve avec des personnes qui ont les mêmes problèmes, en fait, qui souvent ont déjà vécu des choses, ont déjà eu un début de carrière, des expériences. On peut se reconnaître les uns dans les autres et du coup, on peut relativiser beaucoup. Moi, j'ai fait une reconversion pour devenir développeuse back-end. Donc, c'était vraiment très, 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 très dur pour moi d'apprendre à réfléchir autrement. Mais ce qui m'a vraiment mis sur la voie, ça a été de développer des méthodes pour apprendre qui étaient très, très bonnes pour moi. C'est très bizarre parce que ça ressemble un peu à un auto-coaching, disons. Le coaching, c'est un métier. Et finalement, on se retrouve dans cette situation où il faut qu'on prenne du recul sur soi-même, sur ce qu'on a fait, sur la manière dont on a réfléchi sur tel ou tel exercice, tel ou tel projet. Mais en fin de compte, vraiment, ça vaut le coup. Après, la formation, ce qui peut être aussi assez difficile, c'est la recherche du premier emploi ou du premier stage. Mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde a connu ça. Quand on n'a pas d'expérience et qu'on nous dit, en fait, on veut quelqu'un qui ait de l'expérience pour un profil junior, c'est toujours un peu étrange, mais bon, voilà, ça arrive. Ça peut être vraiment très, très dur de trouver une entreprise surtout en ce moment, qui soit relaxe, du moins qui ait dépassé sa crispation, mais ça se fait. C'est quoi les trucs qu'on a pu te dire, toi, Cindy, à titre personnel, en tant que recruteur, etc.? Alors, parfois, il y a des spécialistes de recrutement qui cherchaient en fait un mouton à 5 pattes, mais qui ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? Parce que il y a des spécialistes du recrutement qui ne comprennent pas le métier. Après tout, c'est pas leur métier, ils font pas de développement web, donc ils connaissent pas forcément le quotidien d'un développeur, d'une développeuse. Donc parfois, il y avait des problèmes de communication. Typiquement, une fois, j'ai passé un test technique, c'était un QCM en PHP 7. Et les questions étaient très, très, très difficiles. Et pourtant, c'était censé être adapté à un profil junior. Et quand j'en ai discuté par la suite avec mon contact dans cette société de recrutement,
En fait, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris parce que ce n'était pas elle qui avait écrit ce test, bien sûr, c'était une société externe et elle disait écoutez, moi, je ne code pas. Donc, a priori, vous n'avez pas le niveau. Pour ce que je demande, nous, on veut quelqu'un de junior et apparemment, vous n'avez pas le niveau de base. Avec, ça s'est passé il y a plus d'1 an et j'ai un peu plus d'expérience maintenant. Bon, en réalité, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'avait pas les billes pour bien m'évaluer. Donc, voilà, ça, c'est une situation assez typique. Attendez, je mets quelqu'un en mute. Touc, touc, touc. Sarah B, je te mets en mute. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Ok. Héloïse, est-ce que tu as d'autres points sur les difficultés qu'on peut rencontrer que peut rencontrer un profil en reconversion ou les freins en fait que peuvent avoir les recruteurs? Effectivement, c'est des freins qui s'apparentent pas mal à des personnes juniors qui sortent d'école quand on a des parcours un peu plus classiques. Donc, manque d'expérience, coûte cher, parce que si c'est des gens qui veulent pas baisser, entre guillemets, ou pas beaucoup baisser leur salaire, ils ont le sentiment que ça va être le même niveau qu'un junior, mais que c'est quelqu'un qui va leur coûter 2 fois plus cher. Donc, il y a ce côté un peu arbitrage financier, et voilà. Il y a le côté, parfois ce qui peut être challengé, c'est le côté sûr de soi. Bah oui, mais bon, du coup, si tu changes tout le temps de métier, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire celui-là? On peut avoir un peu des idées reçues sur la notion de fiabilité. Ça peut être un discours qu'on peut entendre. Oui, le côté, effectivement, pas beaucoup d'expertise, pas beaucoup d'expérience. On se lance un peu dans une nouvelle aventure et c'est parti. Donc, c'est souvent ça les choses qu'on peut entendre. Dans un écosystème très Startup Nation, machin, mais qui est loin d'être le seul écosystème, il y en a 1000 autres. Il peut y avoir la question de l'âge qui revient. C'est vrai que la moyenne d'âge dans les entreprises type start-up un peu classique qu'on peut connaître, elle est assez jeune, je dirais, autour de 30 ans. Ce qui fait que si un profil a, je sais pas moi, 30, 35 ans, après ça dépend des boîtes, hein, je généralise un peu, mais du coup, si quelqu'un a 50, 55 ans et qui se reconvertit complètement, on a beau dire ce qu'on veut, consciemment ou inconsciemment, chez les recruteurs, ça peut leur faire tic en se disant, mais du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui va accepter d'être managé par quelqu'un de plus jeune? Enfin bon, bref, ça peut poser des questions humaines. Ça, c'est souvent les obstacles qui sont souvent, la plupart du temps, un peu des idées reçues. Parce que en revanche, ce qu'on a remarqué chez Illinois, c'est que c'est du cas par cas. Et qu'en fait, on n'a jamais trouvé 2 profils de reconvertis pareils. Les gens ont des motivations différentes, des backgrounds différents, ils ont fait des études différentes, ils ont des expériences différentes. Et donc, la notion de vouloir cataloguer un peu de la même manière des gens reconvertis, je pense que c'est une connerie. Et du coup, c'est aussi ça le challenge, c'est d'essayer d'enlever, de faire sauter les idées reçues et de se présenter comme soit un cas particulier qui postule pour un job particulier dans des circonstances particulières et que là, c'est pertinent en fait. Cet obstacle. En fait, 2 questions, je rebondis sur ce que tu dis. Du coup, pour l'âge, tu dirais que, en fait, hors start-up, c'est pas un frein, en fait, l'âge. Je pense pas. S'il Je n'est pense pas... dans des PME, dans des ETI ou dans des plus grands groupes où statistiquement on remarque des écarts d'âge beaucoup plus divers, je pense que c'est beaucoup moins un frein que effectivement dans des startups où il suffit d'aller sur LinkedIn et d'aller regarder rapidement l'âge des fondateurs, des employés, etc. Et quand même statistiquement, c'est quand même souvent des gens assez jeunes. Qui d'ailleurs eux-mêmes n'ont pas forcément une grande maturité pro, du coup. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas brillants, ça ne veut pas dire que leur boîte n'est pas géniale à bien des égards, mais qui du coup eux-mêmes manquent de recul et se projettent pas forcément, versus quelqu'un qui a lui-même 50 ans, qui a déjà eu 3 vies avant, et qui du coup forcément a les écoutilles un peu plus ouvertes pour jauger des profils un peu plus différents, quoi, forcément. Ça va. Et salaire versus âge, parce que du coup, on parlait du salaire, est-ce que du coup on a un salaire en fait qui est lié à son expérience et pas à son âge? Est-ce on voit des freins d'un point de vue recruteur à se dire, voilà, le lien entre salaire, âge et expérience passée, comment ça se passe? Et est-ce que du coup il y a un peu un facteur de perte, de désorientation pour les recruteurs? Ouais. Alors là, pour moi, c'est un peu du cas par cas et ça dépend de à quel point les expériences passées sont valorisables
pour le nouveau job. Exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure entre le Customer Success Manager et le Product Manager, il y a quand même plein de ponts concrets qu'on peut vendre. Et donc, j'ai envie de dire 50% de l'expérience précédente dessert directement la cause, enfin sert plutôt directement la cause du nouveau job. Si à l'inverse, on est vraiment sur une reconversion, mais on passe de boulanger à développeur informatique, je pense qu'on peut y allouer peut-être 5 ou 10% qui vont être de la maturité professionnelle, de la fiabilité, ce qu'on veut, mais c'est tout. Le reste, au niveau des compétences, globalement, on est sur un spectre qui n'a plus rien à voir. Donc, plus la reconversion, c'est facile de faire un pont entre les deux expériences et les deux métiers, plus on est en position de force pour négocier un salaire qui n'est pas si éloigné du salaire qu'on avait précédemment. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et donc, on peut se faire accompagner. Si on a du mal à justement faire des ponts et à jauger le marché et à se rendre compte à quel point c'est proche, pas proche, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander à des gens qui font le métier de mettre sur le papier et de voir à quel point ça peut se vendre. Et après, faut bien admettre que oui, moi demain je suis recruteur. C'est pas parce que quelqu'un était payé 80K avant dans un job qui n'a aucun rapport avec un nouveau job, si c'est un job de développeur. Effectivement, je suis pas hyper motivée à l'idée de le payer 80K, alors que du coup, à même niveau, j'en ai un sorti d'école que je peux payer 35 ou 40 ou 45K, j'en sais rien. C'est ultra humain et il faut aussi se mettre dans les pompes des recruteurs. C'est un peu normal de raisonner comme ça. Pour trouver un entre-deux intelligent, il faut faire cette technique un peu de voir à quel point on peut faire des ponts et voir ce qu'on peut revendre en parallèle. Et souvent, il y a un entre-deux à trouver. C'est-à-dire que souvent, il faut que le reconverti accepte de clairement, au début, faire un downgrade de son salaire dans la mesure de ce qui est raisonnable pour lui. Et en parallèle, il faut que le recruteur prenne en considération le fait que, et ça il faut le dire si jamais le recruteur n'en a pas conscience, mais sur le fait qu'on n'est pas junior dans l'absolu et qu'on a fait autre chose avant et que ça se valorise. Et en général, du coup, il y a un peu un terrain d'entente qui est trouvable. Sachant que baisser son salaire dans un premier temps, souvent, c'est reculer pour mieux sauter. Ça, c'est un truc qu'on dit qui est hyper important. Moi, j'ai en tête, alors, c'était pas un profil de développeur, mais c'est un profil d'un consultant. Les consultants en stratégie, ils sont souvent très bien payés. Ils ont des courbes de progression de salaire qui sont énormes. Donc, au bout de 3-4 ans d'expérience, il était payé vachement, je sais plus combien, genre 70K, enfin un truc vraiment super élevé. Et il voulait se reconvertir sur un job de sales et de commercial. Et il a accepté pendant 2 ans de diviser globalement par 2 son salaire fixe. Il avait un variable qui lui permet de compléter, mais il a vraiment fait une vraie coupure dans son salaire. Par contre, 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, son profil était canonissime parce que c'était grâce à ses 2 expériences précédentes cumulées qu'il avait un parcours du coup très riche et qu'il avait plein de compétences à revendre. Et 2 ans plus tard, je peux vous dire qu'il a fait x2, x3 et en fait, ça a été un tremplin de fou. Donc, le salaire et la carrière, il ne faut pas la raisonner de manière statique dans le temps. Il faut aussi un peu la raisonner de manière dynamique dans le temps sur quelle porte ça m'ouvre et quel chemin je parcours à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça se trouve dans 5-10 ans, je m'y retrouve, mais à outrance dans le fait de baisser puis de remonter. Ça peut être un axe de raisonnement. Ouais, hyper intéressant. Cindy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être dans le cas particulier aussi du développement, enfin de l'informatique, quoi? C'est assez vrai ce qu'Héloïse a dit. C'est vrai que c'est pas toujours facile à accepter quand on a eu un salaire plutôt valorisant de devoir renoncer à ce salaire-là, mais il faut aussi se dire que c'est un petit mauvais moment à passer, c'est pour quelque temps, et c'est pourquoi il est super important de réfléchir de manière stratégique. Moi, je connais un gars qui s'est reconverti, qui avant travaillait dans la finance et qui après, quand il a fait sa reconversion, est entré dans une société de la fintech. Et ça lui a beaucoup apporté. Il était beaucoup plus à l'aise, il avance beaucoup, il évolue très bien. Donc cette histoire de faire des ponts, c'est vraiment être stratège, en fait. C'est être stratège et anticiper comment est-ce qu'on peut aller plus vite et comment est-ce qu'on peut se sentir valorisé aussi. Donc, voilà, c'est un petit peu une sorte de recul pour mieux sauter en termes de salaire. Moi aussi, j'ai fait un sacrifice dans ma première boîte. En fait, j'étais chez Elao Paris, qui est maintenant la coopérative Fairness. Je ne sais pas du tout quel genre de salaire ils pratiquent aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai été stagiaire après ma formation, puis après, j'étais en CDD chez eux. Je suis restée chez eux environ 1 an. Et j'étais payée bien en dessous des standards du milieu parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas du tout les moyens
de me payer autant que les autres. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à 26 000 euros, ce qui est très, 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 très en dessous de ce que les personnes qui ont fait de reconversion touchent. Mais bon, je me suis dit, tant pis, je peux le faire. C'est que pour quelques temps. Je me suis considérée peut-être à tort comme une stagiaire pendant quelques temps. Et je me suis dit, ben, c'est ce que c'est. Ça, c'était en 2018. Et lors de ma dernière expérience chez Open Classroom, j'ai été payée 40K avec les tickets resto, avec plein d'avantages divers et variés. Donc, j'ai fait un gros bond en termes de salaire après avoir patienté. Donc, moi, le conseil que je donne en général, c'est un peu de patience. Ouais, un peu de patience, effectivement de la tactique et de la stratégie. Ouais, je suis alignée. Et juste, il y a une autre difficulté, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de dire, mais auquel je viens de penser. Tu disais quelles sont les difficultés qu'on rencontre côté recruteur, recruté quand on se reconvertit. Il y en a une qui n'est pas des moindres, et nous, on s'en rend compte tous les jours, c'est l'adaptation au langage, au jargon et au code de ce vers quoi on se reconvertit. Il y a typiquement sur un job très IT, parler de certains langages informatiques, je sais pas moi, de Scrum, pour la gestion de projet, d'agilité, de GitHub, d'outils divers et variés. Enfin, du coup, Cindy, tu diras ça mieux que moi. Pour le coup, c'est pas mon job, mais potentiellement, il y a des outils et des éléments de jargon qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent nous desservir juste parce qu'on n'a pas ces codes-là. Alors qu'en soi, si on avait juste passé 5 minutes à nous expliquer de quoi il s'agit avant l'entretien, on aurait eu l'air beaucoup plus dans les clous, beaucoup plus sûr de soi et pas du tout à côté de la plaque. Et cette barrière, entre guillemets, du langage existe aussi dans les gens qui font une reconversion grand groupe start-up. Parce que, autant vous dire que dans les startups, il y a des anglicismes à foison, il y a des éléments de langage super différents, et c'est vraiment un petit peu un monde à part. Et c'est dommage de passer à côté d'une super opportunité, typiquement dans une fintech ou quoi, juste parce qu'on ne savait pas ce que c'était qu'une levée en seed ou un business angel ou j'en sais rien, alors que tout s'apprend. Donc, mini parenthèse, mais c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans le fait de ne pas paraître à côté de la plaque au moment où on recrute et au moment où on se présente. C'est beaucoup de la forme, hein, je vous l'accorde, mais dans le recrutement, la forme joue beaucoup. Ça me fait penser à ce que, enfin, je t'ai entendu en parler, Cindy. Toi, tu avais beaucoup travaillé justement sur cette culture dev, au-delà du code. C'est quoi la culture dev que je me suis construite? C'est quoi ma vision du code? C'est quoi la développeuse que j'ai envie d'être? Enfin, du coup, je te laisse la parole dessus, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est que tu t'es construit, en fait, au-delà du pur code. Tu as construit en fait ta personnalité de dev qui t'a permis du coup d'adopter en fait le langage des développeurs seniors en face de toi, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, dans ma première expérience, je suis tombée sur des personnes qui voulaient me former à leurs standards. Donc, ils disaient, nous, on code de telle manière, on fait comme ceci, on fait comme cela, parce que on croit dans tel dogme, on lit tel livre, on conseille de faire tel machin, tel truc. C'est à la fois intéressant, mais à la fois un peu dangereux parce qu'en fait, on finit par se noyer et on finit par croire tout ce que ces personnes disent parce qu'on est impressionné, parce qu'on est débutant, etc., etc. Et en fait, quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que ça voulait dire ces standards? Est-ce que le clean code, c'est tellement bien? Est-ce que l'auteur du clean code est tellement intéressant? Est-ce que le software craftsmanship, c'est intéressant? Bref, j'ai remis en question toutes ces choses-là. J'ai, d'une certaine façon, essayé d'enterrer mes héros. Et je dis héros et pas héroïne parce que c'est l'informatique. Et en fait, derrière ça, je me suis dit, ben, moi, j'ai envie, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, d'accéder à telle qualité de code parce que j'ai envie d'apporter telle chose. J'ai décidé de pas, par exemple, changer de langage pour l'instant parce que j'ai envie de devenir experte dans mon langage qui est PHP actuellement. J'ai pas envie d'en changer pour le moment. J'ai envie de devenir experte là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, je deviens cette personne un peu plus pointue sur ce langage en faisant une certaine veille, en lisant même les contributions des personnes qui développent PHP. Pourquoi? Parce que ça me permet à moi de me rapprocher de mon but et aussi, ça m'aide à trouver l'équipe qui me correspondra. Lors de mes entretiens, par exemple, chez Open Classroom, il y a eu des tests techniques, d'abord par téléphone et puis après, lors d'une discussion avec 2 des développeurs les plus anciens de la boîte. Et en fait, ce qui a fait qu'on a matché, ça a été qu'on avait cette culture en commun.
C'était cette approche, c'était ces termes, c'était une projection, en fait. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est vraiment senti bien ensemble. Voilà, du coup, pour, pour la question de la culture dev. Moi, c'est comme ça que je m'y suis pris. Je ne sais pas du tout comme les autres font. Je pense que je vous... Tout va bien, Chloé? Chloé? C'est bon, je vous ai récupéré. Ouais, je vous entendais très bien, mais je vous sautiez. Mais moi, c'est bon, c'est pas moi qui parlais. Mais je vous entendais, c'est bon. Ok, très bien. Donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas du tout comment les autres l'envisagent, mais moi, en tout cas, moi, cette manière de cultiver mon rôle de développeuse, ça m'a vraiment fait mûrir. Et c'est ce que je fais même au travail. J'en profite pour cultiver ces choses-là parce que, après tout, c'est ma reconversion, c'est ma place, c'est celle que je choisis. Donc, je veux me retrouver avec des personnes qui me correspondent. Alors, j'avais oublié de le dire, mais Héloïse va nous quitter dans 10 minutes, donc j'avance sur la conf, comme ça on pourra passer aux questions. C'est quoi, du coup, peut-être pour passer... Alors, ok, on a un peu on a un peu les freins, etc. C'est quoi, du coup, les atouts? On en a pas mal parlé. C'est quoi les atouts et c'est quoi, du coup, les recommandations que vous auriez pour un profil en reconversion? Qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? Comment les montrer? Et comment en fait on peut faire ce petit cheminement personnel, cette petite méthode personnelle pour soi, d'un point de vue, voilà, pour réussir, comment réussir sa reconversion, quoi. Bah, déjà, il n'y a pas de recette magique, hein. Je pense que c'est Mm. vraiment du cas par cas en fonction de d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver. Et du coup, tout ça, ça change tout. Mais globalement, moi, ce que je retiens et ce que je vois autour de moi, c'est que quand on se reconvertit, un peu à l'image de quelqu'un qui sort d'études, si c'est un jeune diplômé, théoriquement, on a appris de nouvelles choses, on a envie de changer de vie, on a envie de trouver un nouveau métier. A priori, si tout se passe bien, on a une niaque d'enfer. Et en fait, cette niaque d'enfer, il faut la transmettre. Il faut un peu prouver par A plus B lors d'une conversation ou sur LinkedIn quand on poste des choses ou j'en sais rien qu'on a la patate en fait, qu'on a la patate, qu'on est trop content de se lever le matin, qu'on est trop content d'avoir appris de nouvelles choses et qu'on est trop content d'avoir changé de vie et transmettre un peu cette énergie positive. J'ai envie de dire, c'est un peu la base de trouver un nouveau job, c'est transmettre ça pour que les gens tout de suite se disent ah bah ouais, chouette. Voilà, quelqu'un qui a envie, qui est ultra motivé, qui a un peu envie de faire ses preuves, ça fait toujours du bien. Donc ça peut paraître basique, mais c'est la première chose à avoir. Si on commence à dérouler le sujet en se disant je suis stressée, par quoi que je commence, machin, cette angoisse et ce côté pessimiste potentiellement va être véhiculé malgré soi et donc ça ne va pas nous servir. Donc déjà en termes d'état d'esprit, il faut avoir un peu la gagne et un peu transmettre ce côté positive attitude. Plus facile à dire qu'à faire, mais important de le rappeler. Ensuite, mettre en avant dans son parcours, encore une fois, ce qu'on a fait avant est toujours valorisable et intéressant. Effectivement, les anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que les Français là-dessus. Je crois qu'aux États-Unis, en Angleterre, etc., il y a quand même un état d'esprit beaucoup plus open sur. C'est pas parce que tu as fait une licence de philosophie que tu peux pas demain faire de la finance et tout, tant que tu as l'envie d'apprendre, que tu es intelligent, que tu te chauffes sur la question et tout. En France, on est un peu plus tradit sur la question, donc c'est un peu casse-pied, mais n'empêche qu'on peut toujours quand même valoriser ce qu'on a fait avant, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on peut se faire coacher et être capable de mettre en avant la maturité professionnelle qu'on a pu avoir, prouver à quel point on a pu être fiable dans le passé, quels sont ce qu'on appelle nos soft skills, nos compétences dans la vie. Un métier, c'est pas que des compétences hard et même toi, Cindy, en tant que développeuse, et pourtant Dieu sait si c'est un métier sur lequel les hard skills sont indispensables. À côté de ça, ce qui fait tes atouts, c'est ta perso d'enfer, ton énergie, je sais pas moi, ton smile, ta générosité, etc. Et ben en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, il faut être capable de mettre en avant ça. Parce que vraiment, si on est amené à bosser en équipe, si on est amené à bosser avec des clients, si on est amené à bosser avec un certain type de manager, etc., en fait, ça, c'est quasiment aussi important que les compétences dures. Donc, ne pas minimiser les soft skills et être capable d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire être capable d'en parler? Et par contre, c'est là où je peux vraiment donner des bons conseils. C'est qu'un candidat qui dit « je suis sympa, je suis motivé, j'apprends vite », c'est pas pareil que de dire je suis sympa et de sourire au téléphone, je suis motivée et je vais vous montrer pourquoi je suis motivée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé X lettres de motif, Y CV, j'ai sectorisé les entreprises comme ci, comme ci, comme ça. Mon objectif, c'est de trouver un job sous 2 mois. Bon, voilà, ça, c'est des exemples qui prouvent ma motivation. 3, j'apprends vite. Pour vous donner un exemple, dans mon job précédent, je ne maîtrisais pas du tout Excel, machin, et au bout de 3 mois,
je me suis mis à devenir le roi des tableaux croisés dynamiques et des machins, et donc ça m'a permis d'arriver à tel résultat, tel résultat, tel résultat. Bon, bah là, tout de suite, ce que je viens de vous raconter, ça vous parle plus. Un recruteur, que ce soit un intermédiaire ou que ce soit un manager qui recrute dans son équipe, c'est quelqu'un pour qu'il imprime ce que vous lui dites. Il faut que vous lui mettiez à manger des choses, des exemples, des anecdotes, des chiffres. Et c'est un peu casse-pied, je vous l'accorde, parce que dans la vraie vie, quand on boit une bière avec des copains et qu'on parle de son job, on n'a pas envie de faire ça. On est bien d'accord, c'est un exercice qui n'est pas hyper naturel. Mais n'empêche qu'il faut le faire. Parce que quand on le fait, le message qu'on fait passer passe 20 fois plus, et c'est comme ça qu'on se démarque. Donc, être vraiment capable de parler à la fois de ses soft skills et de ses expériences passées et de pourquoi on se reconvertit en donnant de la matière concrète et pas en restant vague. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Et nous, chez Illinois, tous les candidats qui performent et qui arrivent à trouver des jobs que jamais ils auraient imaginé décrocher, ils le font parce qu'ils ont été bons à faire cet exercice-là et qu'ils s'y sont préparés, en fait. De toute Voilà. manière, d'une certaine manière, aura été un travail. Si on se dit que la reconversion doit passer par une phase d'introspection au début, en fait, finalement, ce travail, on l'a déjà un petit peu fait au moment de son introspection et de OK, je le fais ou je le fais pas, quoi. Exactement. Ça va de pair et du coup, c'est un peu l'aboutissement de la réflexion et de comment j'ai 30 minutes pour l'exposer à quelqu'un au téléphone qui me connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui a accepté, après avoir vu mon CV, de me parler. J'ai 30 minutes pour qu'il capte 2 ans de réflexion. Il faut que ce soit efficace et précis. Et donc, il faut que j'ai 3 angles d'attaque, un angle expérience passée, un angle expertise et formation que j'ai pu faire qui m'a aidé, un angle quelle est ma personnalité et comment est-ce qu'elle peut fitter dans votre boîte. Et il faut que sur ces 3 angles, j'attaque en donnant à chaque fois un exemple, un chiffre, une anecdote, quelque chose qui fasse que quand la semaine d'après, il va reprendre tous les CV qu'il a vus, il se dise elle, je m'en souviens parce que, ou lui, je m'en souviens parce que on a parlé de ça et c'était hyper pertinent, quoi. Mm. Je te pose une question, après on passera à Cindy, mais c'était une question qui était dans le chat, qui a été posée plusieurs fois. Je pense que, est-ce que l'argument de faire une reconversion, de faire une reconversion suite à des difficultés personnelles, et est-ce que c'est quelque chose qui est judicieux de parler aux recruteurs? Qu'est-ce qu'on entendrait par difficulté personnelle, par exemple? Alors, j'aurais besoin de Sarah et Laetitia qui ont posé cette question. J'imagine pour peut-être des dimensions en entreprise, peut-être des dimensions de vie, des choses qui arrivent dans la vie. J'aurais attends de qu'elles précisent leurs questions. J'attends qu'elles précisent leurs questions et on passe à Cindy. Si J'ai ça te... l'impression que Sarah parle de burn-out. Burnout. Oui, pardon. Ok. Du mal du siècle. En fait, moi, tout s'explique et rien ne se cache. Euh, il faut juste savoir être en capacité d'expliquer de manière assez analytique et factuelle. En fait, la notion de burn-out, c'est touchy parce qu'on parle d'émotionnel, on parle de choses personnelles et d'émotionnel. Un recruteur qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne peut pas s'attendre de lui que du jour au lendemain, il se transforme en psy et qu'il écoute tout ce que vous avez raconté sur votre vie perso. En revanche, si c'est un recruteur intelligent, il est capable de comprendre des faits. Donc, si vous êtes capable d'expliquer ce qui s'est passé au niveau de votre burn-out en restant très factuel dans l'organisation qui vous a poussé dans, je sais pas moi, un management malveillant et en restant encore une fois fidèle aux faits, tout s'entend. Et donc, le fait qu'on ait fait un burn-out, personne ne peut vous juger. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui vous juge à cause de ça, croyez-moi bien que c'est pas quelqu'un pour qui vous avez envie de bosser. Donc, fuyez comme la peste. Au moins, le débat, il est vite vu. Si malgré le fait que vous restiez factuel, voilà, ça marche pas. Voilà. Si en restant factuel, la personne comprend ce qui s'est passé et qu'ensuite vous lui dites, en fait, de ce burn-out en est venue une grosse période d'introspection et que du coup, dans cette grosse période d'introspection, j'ai réussi à faire la liste de tout ce qui me rendait globalement malheureuse dans mon boulot et que dans cette liste, je me suis rendu compte qu'au niveau de mon métier, il y avait quelque chose qui pêchait et que donc, à ce niveau de ce qui se pêchait, j'ai fait une formation pour devenir ça parce que je me suis rendu compte que ça pouvait m'épanouir, etc., etc., et qu'on explique le cheminement de pensée de manière assez analytique sur soi-même, tout s'entend. Et un recruteur peut complètement être convaincu par ce que vous racontez. À l'inverse, ce qui peut foutre un peu les jetons à un recruteur qui, encore une fois, ne vous connaît ni d'âme ni d'Adam, c'est est-ce que c'est une personne qui est encore hyper fragile, qui ne s'est pas remise psychologiquement de son burn-out? Est-ce que c'est quelqu'un qui a encore un petit peu besoin de temps pour s'en remettre, parce que c'est quelque chose qui est grave et qui est difficile à vivre? Et donc, faut être bien sûr de son timing et faut juste. C'est pour ça que moi, je conseille toujours, quand on ne connaît pas bien quelqu'un, quand on se met à connaître quelqu'un, avoir une relation de confiance, peut-être que la relation peut complètement évoluer. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, moi je conseille toujours que plus on reste factuel et analytique, mieux on s'en sort. Mais tout est entendable. Donc pour moi, un problème perso peut complètement être un facteur explicatif de.
Ok, merci Héloïse. C'est un peu une Je réponse sais. d'enfant, mais je le pense sincèrement. Enfin, je l'ai déjà vu autour de moi. Top. Cindy, du coup, d'un point de vue, voilà, tes recommandations pour réussir sa reconversion, quelles sont les tiennes et qu'est-ce que tu as pu, toi, mettre en place et vu ce qui pouvait fonctionner? Alors, il ne faut pas perdre de vue que quand on fait une reconversion, on est souvent dans un moment de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est d'un âge plutôt adulte en général, on a plutôt de l'expérience, et puis d'un seul coup, on retourne un peu à la place de l'enfant. Et on a l'impression de retourner à l'école et de savoir rien faire, etc. C'est d'autant plus difficile quand il s'agit de l'informatique, à cause du gatekeeping. En fait, on a l'impression que pour être ne serait-ce acceptable, il faut connaître les langages par cœur, les bibliothèques informatiques par cœur, il faut savoir tout faire. Alors qu'en réalité, je vous le dis d'expérience, la plupart des devs, même ceux qui ont un bac plus 5 d'info ou certains ingénieurs, ben, ils n'ont pas de niveau exceptionnel. C'est comme n'importe quel métier, comme architecte ou autre, en fait. On peut avoir cette impression de tout le temps être en dessous et on peut idéaliser le niveau des autres. Du coup, la première chose, c'est ne pas oublier que ce n'est pas un métier magique, ce n'est pas des mathématiques avancées, c'est un domaine de logique, d'accord, qui est très très vaste. Donc, on ne cherche pas des personnes dotées de pouvoir, on ne cherche pas des magiciens, on cherche des personnes qui comprennent ce que c'est qu'un langage, qui savent se débrouiller, qui comprennent le métier dans lequel on travaille dans un environnement donné. Donc, ça déjà, c'est une chose. C'est essayer de se rappeler, même si c'est difficile, essayer de se rappeler que on est suffisamment bien. On est, comme on dit en anglais, good enough. Et il ne faut pas croire que les autres sont meilleurs. Donc ça déjà, c'est une chose. Ensuite, ce qui est important, c'est de se tourner vers les communautés tech. Il y a des communautés par domaine d'expertise, par métier, par langage. Il y a des communautés pour PHP, pour JavaScript, pour des frameworks, Vue.js, etc. C'est hyper riche. Euh, Pourquoi? Parce qu'on peut trouver des offres d'emploi, parce qu'on peut trouver des personnes qui ont envie d'aider, des personnes qui cherchent des mentorés, qui veulent devenir des mentors aussi, qui peuvent vous faire avancer dans votre carrière, qui peuvent vous faire avancer techniquement, qui peuvent vous faire progresser en général. Ça vous permet de faire de la veille aussi, sans vous investir inutilement. Donc ça déjà, c'est plutôt cool. Faudrait aussi faire attention à ne pas faire de burn-out, c'est-à-dire enfin, le burn-out, donc pas au sens médical du terme, mais c'est-à-dire plutôt, vous savez, quand vous pensez qu'il faut que vous connaissiez tout par cœur, quel que soit le domaine, et que du coup, vous vous mettez à bosser le matin, le soir, pendant la pause déj, vous ne dormez pas, vous y consacrez vos week-ends, la nuit, vous rêvez de programmation, vous rêvez et ça arrive, vous rêvez de ces choses-là, et finalement, ce n'est pas très bon. Donc, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de dormir et de se reposer parce que le cerveau a besoin de repos, a besoin de pouvoir assimiler toutes ces choses, de pouvoir prendre la place, de tout mettre en place, prendre le temps de tout mettre en place. Donc ça aussi, c'est une autre chose. On a parlé des entretiens tout à l'heure. Héloïse parlait de préparation. Je suis absolument d'accord, c'est super important de se préparer, surtout quand on débute. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un environnement qui est différent. On n'est pas forcément à l'aise, mais il faut pouvoir se concentrer sur ce qui se passe. Moi, j'ai déjà passé des entretiens avec des personnes absolument inappropriées, disons, dans ma carrière, qui m'ont posé des questions très personnelles du type « Ah, mais vous n'avez pas travaillé de tel moment à tel moment. Comment vous avez fait pour vivre? Vous étiez entretenu ?» Voilà. Donc, parfois, on est tellement stressé, on a tellement envie de plaire, et on a tellement besoin de ce boulot qu'on oublie. Ou alors qu'on se dit qu'on est arrivé, que ce n'est pas arrivé. Ou alors que peut-être on a fait quelque chose qui n'allait pas, hein, en particulier quand on est une femme. Donc, voilà, vraiment pensez à vous. Pensez à vous et dites-vous que c'est votre chemin, que c'est vos sacrifices et que vous avez votre place. Je rebondis sur ça parce que je regardais un peu les questions du chat et il y a beaucoup de questions autour de... Héloïse, vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Il va falloir que je file chercher mon petit bébé qui m'a
En revanche, je suis tout à fait dispo pour les gens qui ont envie de creuser ce sujet-là. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Héloïse Girard, je vous le remets dans le chat si vous voulez. Et si vous avez des questions complémentaires, avec grand, grand plaisir pour y répondre. Et désolée de devoir du coup quitter cette discussion passionnante. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Héloïse. Je rebondis du coup sur ce que disait Cindy. Il y a beaucoup de questions dans le chat qui sont autour en fait de que répondons face à cette question et beaucoup de questions choquantes. Au même titre que en fait ces questions sur les blocages autour de l'âge, autour de vous avez quel âge vous allez avoir, est-ce que vous allez avoir des enfants, etc. En fait, et je crois que c'est Alex qui l'a dit. Et vous faites également passer un entretien à la personne en face de vous. Si cette personne vous pose ces questions, vous n'avez pas envie de travailler pour cette personne. Parce que si elle vous la pose en entretien, il est a priori certain qu'il va se passer des choses catastrophiques pendant le moment où vous allez bosser pour elle. Donc, en tout cas, on peut vous entraîner pendant des années à répondre à ce genre de questions mal placées, horribles, etc. Mais a priori, ce ne sont pas des endroits où vous allez de toute manière avoir envie d'aller travailler dans le futur. Ou si ça passe, disons que vous répondez bien à cette question, peut-être que vous en partirez quelques mois après, parce que en fait, ces personnes ne sont pas des personnes, des bons managers ou des bonnes personnes avec une bonne culture d'entreprise. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui rejoint la dimension de l'âge. Si pour l'entreprise, parce qu'on me demandait comment débloquer cette question de l'âge en amont. Si en amont, c'est un problème, c'est qu'a priori, ça ne pourra pas bien se passer dans cette entreprise également, en fait. Donc certes, vous allez me dire, ça enlève un certain nombre d'entreprises, mais bon, vous faites une reconversion, c'est pas pour aller dans des boîtes dans lesquelles vous allez ressouffrir. Donc, en tout cas, je rebondis sur cette dimension parce que je vois beaucoup de questions sur ça. En fait, vous êtes aussi, vous êtes parce que vous êtes plus mature, parce que vous avez vécu des choses dans votre vie, vous dites tous très bien dans les questions. En fait, vous êtes aussi beaucoup plus au courant de ce que vous ne voulez pas. Donc, ne cherchez pas à séduire les gens dont vous ne voulez pas. On a un peu tendance à faire ça souvent. Cindy, il y avait une question pour toi qui était liée à la tech, qui était à quel moment t'es-tu orientée vers le back-end? C'est une question de Leïla qui est arrivée un petit moment. Est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'était ou par défaut? Alors, c'était complètement par hasard et en plus, c'était mal informé, il faut le savoir. En fait, au début, je ne voulais pas devenir développeuse, je voulais faire de l'UX design. Et en fait, il n'y a pas de vraie formation pour l'UX design. Mais je me suis dit, peut-être qu'en faisant un petit peu de maquettage, en apprenant Photoshop, le web design, etc., peut-être que ce serait une porte d'entrée. Du coup, j'ai fait un cours du soir de la mairie de Paris avec une grande partie sur la suite Adobe. J'ai détesté cette formation. La formatrice était absolument cool, mais j'ai haï, mais vraiment haï Photoshop. Et en fait, à un moment, on s'est mis à coder. Et j'ai adoré la partie programmation. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est une bonne chose pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire du front et j'ai commencé à regarder un petit peu le back. Et je pensais qu'il n'y avait pas de logique côté front-end parce que je n'y connaissais pas en réalité. Et je me suis dit, il y a de la logique côté back-end, ça me correspondrait mieux. Donc, en fait, c'est du hasard. Et aujourd'hui, sur mes heures perdues, je fais aussi du front-end. J'ai appris et j'ai progressé en Vue.js là, ces derniers temps. Et aussi en accessibilité avec HTML. Donc voilà, c'est du pur hasard. Je vois un mot sur le chat très, très, très connu, le fameux syndrome de l'imposteur. Comment tu as fait, toi, pour le surmonter comment tu as vécu avec est-ce que tu as des petits conseils pour le surmonter? Pour ma part, j'ai commencé à me sentir pas à ma place quand j'ai été en formation, où en fait, j'avais ces petits blocages, ces difficultés, ce qui est tout à fait normal. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et en fait, le tournant pour moi, c'est quand j'ai accepté d'être médiocre. C'est-à-dire que j'étais plus à l'école primaire où il faut avoir un 10 sur 10, un 20 sur 20, il faut ramener ça à ses parents, et puis peut-être qu'on aura plus de cadeaux à Noël, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une adulte et que j'avais le droit d'être moyenne. Et parfois, je disais comme ça, j'ai réussi à faire telle chose.
c'est que le début, je suis un peu nulle, mais c'est pas grave. Je sais que c'est pas toujours facile à comprendre pour tout le monde. C'est une chose que j'ai beaucoup dit à certains de mes anciens managers qui ne comprenaient pas que je puisse dire bah, écoutez, j'ai fait tel truc, je l'ai fait en 3 semaines plutôt qu'en 20 heures. En même temps, j'étais un peu seule, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai réussi à le faire, je me suis battue. Ben, au l'écart. Et voilà, en fait, voilà, c'est vraiment se dire, ben, qu'est-ce qu'on a à prouver, au fond? On a à prouver, on doit prouver à un recruteur ou à une recruteuse qu'on est prêt pour le job, c'est-à-dire qu'on est prêt à apprendre, qu'on est prêt à vraiment entrer dedans, entrer dans le code, entrer dans toutes les règles métier. Mais on n'est pas là pour prouver qu'on est une personne qu'on n'est pas. Donc voilà, moi je ne me suis pas inventé une confiance que je n'avais pas, ni une assurance que je n'avais pas. J'ai décidé juste de venir comme je suis. Et puis après tout, j'ai travaillé dur, donc pourquoi ne pas venir comme je suis? Et voilà, j'ai décidé de m'entourer de personnes qui sont positives et d'accepter de ne pas être la meilleure. C'est ce syndrome du bon ou de la bonne élève, du Oui, premier de la classe. c'est exactement ça. Mm. Il y a une question technique. Est-ce que enfin, tu me dis si tu penses que c'est pertinent. Donc, d'un point de vue technique, quel est le niveau minimal pour être recruté en tant que développeur ou développeuse web si on prend l'exemple du PHP? Est-ce que tu as pu voir un truc qu'on te demandait régulièrement à la sortie, en tout cas, de ta formation, voilà, comme point technique récurrent? Alors, chaque fois, c'était différent. Chaque fois, c'était différent. Et en plus, plus on avance en niveau et plus les attentes sont différentes. Au début, on me demandait comment est-ce que je faisais des boucles, est-ce que je comprenais ce que c'était que des boucles récurrentes, ce genre de choses. Et puis, après ça, ça a été, bon, alors, tu utilises tel framework, qu'est-ce que tu comprends de ce framework? Et puis après, par la suite, ça a été, on fait tel choix d'architecture, qu'est-ce que tu en penses? Bon, certaines d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce design pattern? Est-ce que tu l'as déjà utilisé, etc. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment du niveau. Après, juste au début, en général, dans les cas les plus sains, je dirais, ces personnes voudront savoir si vous avez compris en général ce que vous faites quand vous codez en PHP ou autre. C'est juste ça. Est-ce que vous comprenez que vous utilisez une variable? Est-ce que vous comprenez que vous avez écrasé une variable pour rien? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que votre code claque? Est-ce que vous savez vite fait tester le code sans entrer dans les détails? Voilà, ça c'est pour les débuts. De toute manière, ces personnes savent que vous n'avez pas une grande expérience de la programmation. Donc normalement, si vous tombez sur des personnes qui n'ont pas d'attente trop élevée, comparé à votre niveau et comparé à ce que vous pouvez donner, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. En termes de temps, il y a aussi cette question, tu vois, en sortie de formation, alors est-ce que c'est ton stage ou ton alternance ou ton premier job, est-ce que toi, ou alors est-ce que tu as pu voir avec des camarades de ta promo, le temps, tu vois, que ça avait mis pour les personnes de décrocher leur premier stage enfin, bon, c'était à combien de temps il faut aussi prendre en avance, mais donc disons même le temps global que ça prend souvent de trouver son premier job, si on peut le dire. Alors, moi, ce que j'ai vu de toutes les personnes avec lesquelles j'étais en formation, il y a des gens qui avaient trouvé leur premier stage pendant la formation, d'autres qui l'ont trouvé 6 mois après, d'autres qui l'ont trouvé un an après. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme disait Louise tout à l'heure, tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Il y a des personnes qui ont 19 ans, qui ont des attentes particulières, d'autres qui ont 45, qui ont des attentes particulières, des profils particuliers. En fait, ça dépend. Mais pour le plus gros, au bout de 6 mois, tout le monde avait sa première opportunité. Ok. Pour le choix de la formation, comment tu as procédé? En fait, j'y suis allée un petit peu au pif parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup de formations qui se ressemblaient. En fait, pour la plupart, elles parlent de comment dire, c'est quoi le mot? C'est pédagogie. En fait, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est des pédagogies alternatives qui sont plus adaptées à des personnes adultes qui sont sorties d'école il y a très longtemps. Donc, en fait, moi, au début, je me suis dit, oh là là, on dirait que ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, ça, etc. Et en fait, je me suis rendu compte super vite qu'en réalité, chacun fait comme il peut. Donc, je me suis surtout fiée à un calendrier. Je me suis fiée à un programme. Je me suis dit, ça a l'air
plutôt correct. Ça a l'air de correspondre au métier de dev PHP. Allons-y. Donc, ça dépend. C'est une question de moyens aussi, c'est une question de rythme. Moi, la formation que j'ai faite était vraiment intense, très, très intense, et je savais qu'elle serait intense. Et je me suis dit, bon, ben, de toute manière, moi, j'ai besoin de rester dans ma bulle pendant un certain temps. Ça me correspondait. Maintenant, si vous sentez que ça va être vraiment trop dur de penser à la programmation matin, midi et soir pendant 5 mois et demi, mieux vaut éviter ça. Mieux vaut peut-être prendre le temps d'apprendre à la maison tout en gardant son poste quand c'est possible. Juste commencer comme ça et puis après peut-être envisager autre chose. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, une question de personnalité, une question de moyens. Est-ce que tu as utilisé des méthodes personnelles si oui, quelles étaient tes méthodes personnelles de formation ou les endroits sur lesquels tu allais apprendre par toi-même? Moi, j'ai beaucoup refait les exercices. Je les ai beaucoup, beaucoup refait, ceux de la formation. Et puis, après, quand j'étais plus en formation, quand j'ai eu mon petit moment de creux entre la fin de la formation et ma première expérience, j'ai dormi. Je me suis reposée déjà. Et puis, ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai repris encore d'autres exercices. Je ne me suis pas jetée tout de suite dans les projets. C'est vrai que c'est une chose qui revient très, très souvent des recruteurs qui parfois demandent si on a des projets personnels, des side projets. Moi, ce que j'ai fait d'expérience, c'est que les recruteurs, les recruteuses regardent ça un petit peu de loin. Les sociétés concernées parfois regardent par curiosité, mais ce n'est pas indispensable. Donc voilà, moi, je me suis surtout concentrée sur l'entraînement. J'ai fait beaucoup d'algo aussi. Il y a beaucoup d'exercices d'algo en ligne. Ça m'a permis de rester dans la même logique. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'était le début. Après, par la suite, j'ai commencé à devenir une grande fille, à lire des documentations tant bien que mal. Puis j'ai commencé à lire des livres et puis des articles. Mais ça, c'était après. C'était après. Au début, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'entraîner mon cerveau, encore et encore et encore. Parce qu'après tout, le métier de dev, qu'est-ce que c'est? C'est résoudre des problèmes. Et c'est un peu comme, vous savez, comme être bon à la coinche ou à la belote, en fait. C'est exactement ça. Plus on joue, plus on comprend ce qu'on fait, plus on développe des stratégies et meilleur on est. Et mieux on comprend les situations. Donc, pour moi, il n'y a rien de mieux que la gym du cerveau. Ok, super, merci. On va vous laisser poser les dernières questions. Moi, je réponds parce qu'il y a beaucoup de questions sur les formations. Moi, je propose à ceux et celles qui sont intéressés, on fait une réunion d'information pour Ada demain soir. Est-ce que Emma, tu peux peut-être envoyer le lien? Mais en tout cas, si vous cherchez une formation, nous vous encourageons à venir à découvrir celle d'Ada Tech School, qui est ma formation, enfin qui est la formation qui hoste cet événement. On va vous mettre le lien, c'est gratuit, c'est demain soir aussi sur un webinar. En tout cas, si vous voulez venir regarder. C'est 21 mois, c'est 9 mois 9 mois dans initial et 12 mois d'alternance. C'est pas 21 mois à l'école. Je vous laisse poser peut-être des dernières questions. Je voudrais juste répondre à une question qui est Oui. est-ce que le fait d'apprendre plusieurs langages nous ouvre plus d'opportunités ou c'est plutôt le contraire? Je vais répondre rapidement. C'est pas utile d'apprendre plusieurs langages. Pour le début, il vaut mieux prendre un langage, n'importe lequel. Il ne faut pas trop se prendre la tête sur le type de langage, sauf si vous avez un projet particulier. Sinon, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre à coder et les langages se ressemblent vraiment de plus en plus. Aujourd'hui, le langage PHP prend des parties de Python, par exemple, ou autre. Donc, c'est pas... le choix du langage, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est tout d'abord d'apprendre à coder et après de creuser et d'augmenter son expertise sur un langage. Peut-être que lors de la carrière, on finit par changer. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut changer de langage. Ça peut être par opportunité. Mais au début, on peut se concentrer sur une chose. Après, par la suite, en particulier quand on fait du back-end, on finit par prendre un langage front-end, par voir différents types de bases de données, etc., etc. Mais pour le début, moi, je recommande de prendre un langage et d'essayer d'évoluer dessus. Il y a des questions encore sur le portfolio. Pour faire son portfolio quand on débute, un GitHub, ça aide ou c'est plutôt pour les profils déjà un peu avancés? Comme je disais tout à l'heure, c'est
pas indispensable, surtout qu'il faut voir les choses en face. Au début, nos projets sont pas très intéressants, c'est du code moche. On ne sait pas parce que c'est le début et qu'on n'y connaît rien, mais voilà, en réalité, ça ne dit pas grand-chose d'un projet. Et en plus, sur Internet, il y a tellement de templates, il y a tellement de choses déjà existantes. Donc voilà, c'est pas indispensable. La personne qui a posé la question, c'est Laetitia. Au début, clairement, peu importe. Et même parfois, quand on a un niveau avancé, on n'a pas forcément besoin de montrer patte blanche. Ok. Un petit mot, tu as beaucoup de merci. Beaucoup, beaucoup de merci. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Cindy, d'être restée jusqu'au bout et puis de tous ces conseils-là. Je pense que c'était précieux. J'espère à toutes et à tous que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que ça vous a aussi motivé. On vous donnera la conférence va être en ligne sur notre chaîne YouTube Adatech School, donc vous pourrez toujours la retrouver, mettre play, pause aux différentes choses qui sont évoquées quand vous voulez vous lancer, vous faire vos petites checklists, etc. Vous préparer. Voilà, et puis on vous l'enverra de toute manière par mail pour d'ici demain. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Cindy? Ben, merci beaucoup pour cette invitation et merci à toutes les personnes qui ont assisté à ces échanges. N'hésitez pas à venir me parler sur Twitter. Vous pouvez aussi venir me parler sur LinkedIn, un peu plus sur Twitter, mais vous pouvez toujours venir sur LinkedIn. Super. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Courez vous confiner pour le couvre-feu pour ceux et celles qui ne sont pas chez eux. Merci Cindy encore pour ces conseils précieux. Et je te dis à très vite. Moi, je t'envoie un petit mail quand même. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Bonne soirée.